deuxième partie de l'émission. On va rejoindre notre table centrale pour accueillir un nouvel invité. Voici le duel de dimanche en politique. Et pour ce premier débat, nous avons invité Yannick Nadessan. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous présente rapidement. Vous êtes élu communiste au conseil municipal de Rennes et vous serez candidat aux élections législatives de juin prochain dans la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Jean-Luc Mélenchon est votre candidat pour l'élection présidentielle. Vous avez un point commun tous les deux. Vos candidats n'ont pas souhaité participer à la primaire de la gauche, primaire du Parti socialiste. Pas de regret quand vous voyez ce qui se passe actuellement ? Le sentiment qu'on assiste à un débat qui ressemble plus à un congrès du Parti socialiste qu'à un débat d'ampleur pour l'avenir de la gauche et de la France. Une primaire, c'est pas un moment de vérité démocratique aussi ? Non, c'est un moment où on fait les choses à l'envers, puisqu'on a d'abord un casting, ensuite des gens qui disent qu'ils ont un programme. Regardez Fillon, dès qu'ils sont investis, ils commencent à mettre de l'eau dans leur vin, c'est la première trahison démocratique. Ensuite, ils veulent élargir leur base. Or, il faut faire l'inverse, il faut d'abord faire un diagnostic, ensuite restituer le diagnostic, des propositions, et la question de l'incarnation se pose. C'est ce que nous avons fait avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire nous avons fait à l'endroit ce que les primaires font à l'envers. Allez, on va revenir au thème de notre débat. Emmanuel Macron, candidat du travail. Mais quelle conception du travail défend-il ? Le 8 décembre dernier, devant 300 chefs d'entreprise d'Ille-et-Vilaine, il répondait à une invitation du MEDEF qui souhaitait connaître sa vision de l'économie. Voici un résumé des idées qu'il a exposées ce soir-là. Très bonne impression générale, voilà. C'était en tout cas un discours qu'on attendait, qu'il y avait beaucoup d'entreprises, je pense, qui attendaient avec impatience. Il aime l'entreprise, ça se sent, il la connaît. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec son programme. Dans tous les cas, il y a un contact et un lien fort avec l'entreprise. C'est quelqu'un de très pragmatique. Bon, moi, je l'avais déjà entendu dans une autre conférence avant sur Paris. J'ai retrouvé quelqu'un qui avait un langage, à l'époque il était ministre de l'économie, et là j'ai retrouvé quelqu'un avec un langage, je dirais, plus libre. Voilà, Yannick Nadessan, Emmanuel Macron qui se désigne candidat du travail. Vous êtes d'accord avec ce qualificatif ? Absolument pas. D'ailleurs, on voit qu'il faisait très plaisir au MEDEF. C'est déjà un premier marqueur. J'entends bien la petite musique qui consiste à nous expliquer qu'Emmanuel Macron est un homme qui va libérer l'économie de toute une série de lourdeurs. Si on prend l'exemple d'Uber, qui est vraiment le modèle, on voit bien que finalement, on revient très vite à une réalité qui est beaucoup plus dure. Richard Ferrand, est-ce qu'on peut être à la fois candidat des patrons, des chefs d'entreprise et candidat des salariés ? Écoutez, moi il me semble que ce n'est pas parce que des chefs d'entreprise apprécient ce que vous proposez qu'il faut estimer qu'on est à leur service, comme cela vient d'être un peu suggéré. Je crois qu'il faut simplement se dire qu'aujourd'hui, c'est bien au sein des entreprises que se fabriquent et se créent les richesses. Dans ce cadre-là, il faut, et c'est notre point de vue, que plus de dialogue social et plus de discussion aient lieu à ce niveau, ce qui signifie à la fois des entreprises modernes avec des dirigeants ouverts et des salariés bien représentés, nous insistons là-dessus, avec y compris des organisations syndicales pour que le dialogue soit nourri et fertile au niveau de l'entreprise. Yannick Nadessan, quand Emmanuel Macron propose une baisse accrue des charges sur les entreprises, il va dans le bon sens ? Absolument pas. Tout le monde peut se souvenir du pins de Pierre Gattaz avec son million d'emplois qui était promis. Il mettait à l'époque la pression sur le gouvernement. C'est à cette époque qu'a été lâché... Jean-Luc Mélenchon promet 3,5 millions de création d'emplois. Oui, non, mais le problème, c'est pas de dire qu'on va créer des emplois. La question, c'est comment. Or,
Là, on a lâché le CICE, on a encore donné des milliards en plus. Donc là, on a les chiffres sur 2013-2014. D'ailleurs, c'est des instances qui sont en lien avec le gouvernement qui nous le disent. 28,7 milliards d'euros pour 50 à 100 000 emplois créés. Ça fait cher l'emploi, c'est-à-dire que c'est 290 000 euros par emploi. C'est complètement inefficace. Pourquoi ? Parce que c'est des promesses sans aucune contrepartie. Même logique pour les cotisations sociales. On donne des milliards sans aucune création d'emplois ou d'investissement en échange. La contrepartie, baisser les charges, mais il y a des contreparties. Oui, moi, j'entends le point de vue et l'exposé que vient de faire notre collègue, mais si vous voulez, moi je crois qu'il faut regarder simplement les choses aussi. C'est que quand on abaisse des cotisations, c'est pas des cadeaux que l'on fait. C'est comment fait-on pour que ce que l'on fabrique chez nous soit compétitif, c'est-à-dire puisse trouver des clients et que on puisse continuer à produire pour vendre ailleurs, etc. Si on prend aujourd'hui des pans entiers de l'industrie, nous sommes à des coûts de production qui nous font perdre des marchés un peu partout. Non seulement au sein de l'Europe, où là, la compétition intra-européenne ne se justifie pas, mais plus avant au niveau de l'export. Donc, moi, je veux bien que l'on dise il ne faut pas abaisser un certain nombre de coûts, etc. Mais en même temps, cela signifie quoi ? Cela signifie qu'on produit plus cher, on ne trouve plus de clients et on fabrique des chômeurs. Richard Ferrand, on a vu la doctrine Macron un peu matérialisée, concrétisée avec la loi Macron, justement, avec 3 mesures emblématiques, assouplissement, notamment sur le travail le dimanche, déréglementation de certaines professions et libéralisation de certains secteurs. Justement, un premier bilan des cars Macron, ce qu'on a appelé les cars Macron. 715 lignes quotidiennes, 4 millions de passagers transportés, 1500 emplois créés. J'ai envie de dire seulement 1500. Voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle quand on voit comme ça un marché dérégulé? Est-ce que vous sentez, voilà, c'est une solution aussi, oxygéner l'économie. Parlant d'oxygéner l'économie, je veux quand même revenir en 2 mots sur ce que vient de dire Richard Ferrand. Effectivement, il y a des poids qui pèsent sur les entreprises. Moi, je dis pas le contraire, mais c'est pas les cotisations sociales qui sont utiles pour les salariés et utiles à la société. Par contre, il y a des charges financières énormes qui pèsent sur les entreprises. Si on prend juste les dividendes qu'on donne aux actionnaires, 79 milliards sur l'année 2016, plus du double des investissements, des nouveaux investissements pour les entreprises. Ça, c'est le coût du capital, c'est ce qui pèse sur les entreprises et effectivement, ça donne des coûts de production qui sont peut-être trop élevés pour l'industrie. Mais c'est pas le coût du travail et certainement pas des cotisations sociales pour des salariés qui sont pas suffisamment protégés aujourd'hui. Parlons justement, rapidement. Si vous permettez un point là-dessus. D'une part, nous, ce que nous souhaitons aussi, c'est abaisser les cotisations salariales pour que la différence entre le net et le brut soit plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous financez comment la sécurité sociale ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. C'est 3,1 points de suppression des cotisations chômage et maladie, et c'est une hausse de 1,7% de la CSG sur précisément les revenus du capital et l'épargne et les retraites les plus importantes. Et donc, votre révolution, c'est jamais de revenir sur la finance. Vous voyez que jamais. Ensuite, vous parlez du capital des entreprises. 79 milliards de dividendes versés. C'est un fait, mais la question, 41 milliards de nouveaux investissements. On va faire une bataille de chiffres. On va essayer d'aller sur les. Voilà, mais comme vous savez, ces dividendes sont directrices. également soumis à l'impôt. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. C'est pas 69 milliards qui s'évaporent comme ça. Et deuxièmement, si l'on ne rémunère pas le capital, où est-ce qu'on trouve le capital qui permet à des entreprises de fonctionner, de croître, de se développer, d'investir? On avance. C'est vous qui le donnez? On avance sur le temps de travail, justement. Là aussi, des avis divergent. Emmanuel Macron, c'est clair. Il faut assouplir le temps de travail. On a posé la question à nos internautes. Faut-il assouplir le temps de travail? Voici leur réponse. 35 heures, c'est bien. 39 heures, c'est mieux financièrement. Non, moi, je suis pour les 32 heures. D'autres disent pas de durée idéale. Les gens doivent pouvoir décider des libertés, mais négociées, acceptées par les représentants des salariés. Voilà. Aujourd'hui, c'est le temps de travail à la carte. C'est ce que vous souhaitez, vous? Tout à l'heure, vous avez interviewé au début de l'émission Madame Brusseau, déléguée CGT de l'entreprise que j'ai dirigée pendant 19 ans. Avec la CGT, la CFDT et les autres syndicats présents, on a signé à peu près chaque année un accord d'entreprise. Pourquoi? Parce que précisément, y compris sur l'organisation du temps de travail, moi je travaillais dans le domaine de la santé, c'était des réseaux de soins, eh bien il faut parfois adapter, en lien avec les salariés eux-mêmes, la manière de s'organiser. Alors qu'il y ait plus de liberté dans l'entreprise pour négocier, c'est indispensable, la condition étant bien entendu que la représentation des salariés soit convenablement organisée face à la direction. Vous, les 32 heures, Jean-Luc Mélenchon, c'est les 32 heures.
Non, d'abord, c'est le respect des 35 heures. Monsieur Ferrand oublie de dire en soutenant la loi travail, il a soutenu l'abaissement de la surrémunération des heures supplémentaires de plus 25% à plus 10%. On paye moins les heures supplémentaires. D'ailleurs, souvent, elles ne sont pas... S'il y a un accord majoritaire, D'ailleurs, souvent, s'il y a un accord majoritaire. D'ailleurs, souvent, elles ne sont pas payées. C'est dans la loi. Souvent, elles donnent lieu à des récupérations qui ne sont pas prises. Donc, la première des choses, c'est de faire respecter les 35 heures. Ensuite, on verra pour les 30 On a parlé justement de la place des syndicats. Les syndicats sont-ils aujourd'hui représentatifs des salariés? Une question qu'on a posée aux Bretons dans la rue. Voici un florilège des réponses obtenues. Écoutez. Les syndicats sont-ils encore représentatifs des salariés? Je pense qu'effectivement, il y a une sacrée divergence entre les revendications réelles des salariés et ce que défendent les syndicats auprès des patronats. Les syndicats sont encore restent les seuls, le seul contre-pouvoir vis-à-vis du patronat. Chez les gros syndicats, la CGT en particulier, on a l'impression d'une petite cuisine interne, l'impression qu'on s'est un peu séparé de la représentativité des salariés justement. La réponse est difficile, mais je pense que le nombre de syndiqués est tellement faible qu'il est difficile de croire que les syndicats sont représentatifs des salariés. Voilà, je voudrais qu'on regarde tout de suite un chiffre. Le taux de syndicalisation aujourd'hui en France, il est de 8%, bien en deçà de ce qu'il y a en Allemagne ou au Royaume-Uni. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat de confiance qui s'est rompu aujourd'hui entre les syndicats et les salariés? Mais sans doute qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais aussi de la part des partis politiques. Il y a une campagne de dénigrement terrible contre les syndicats, comme par hasard. Est-ce qu'ils ne sont pas trop politisés aujourd'hui, les syndicats? Au moment de la loi travail, mais les hommes politiques qui remettent en cause les syndicats feraient bien de balayer devant leur porte, parce qu'il y a beaucoup moins d'adhérents dans les partis politiques que dans les syndicats. Et si on n'a plus les syndicats, alors on déstructure complètement le dialogue social. Il faut relocaliser le dialogue social. Alors, se déconnecter des grandes centrales, des grands syndicats au niveau national. Moi, mon expérience, si vous voulez, me convainc qu'il faut du grain à moudre dans les entreprises ou dans les branches pour que, justement, on s'intéresse au rôle des syndicats au plus près du terrain. Or, aujourd'hui, la loi en France fait systématiquement presque tout ou beaucoup trop. Ensuite, les accords de branche, qui sont des sortes de décisions prises au loin, s'appliquent de manière verticale, de sorte que, au niveau d'une entreprise, il ne reste plus grand-chose, parfois, à négocier, à discuter. Donc, si on veut réinciter les salariés à prendre, au fond, en main leur destin, leur point de vue, il faut que les choses se négocient au niveau de l'entreprise. Vous avez tout à l'heure évoqué le travail du dimanche. Bien, le travail du dimanche, nous avons fixé une règle dans la loi. Pas d'accord, pas d'ouverture. On nous avait expliqué à l'époque, c'était scandaleux. Le premier syndicat au BHV à Paris qui a signé un accord là-dessus, c'est le syndicat Sud, qu'on ne peut pas soupçonner de macronisme aigu. Donc ça montre bien que lorsqu'on a des choses à négocier, eh bien les gens négocient et trouvent des accords. On va terminer très rapidement. Je voudrais une réponse très rapide sur une proposition qui fait débat aujourd'hui au sein de la primaire du PS. C'est la proposition de Benoît Hamon sur le revenu universel. Le candidat estime qu'il y a une raréfaction du travail, donc il faut donc assurer un revenu universel. Bonne ou mauvaise idée, Yannick Nadesan, rapidement? Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la sécurité sociale. Il faut augmenter les minima sociaux. Il faut augmenter les salaires. Après, il y a des formules qui sont données. D'ailleurs, je le constate par des gens qui sont plutôt des libéraux et des gens qui sont contre. Revenons et renforçons la sécurité sociale. Crédible comme proposition? Moi, je ne poursuis pas cette piste, parce qu'il me semble que le travail, au-delà de la paye qui est importante, c'est aussi un levier d'émancipation, de contact social. C'est là qu'on rencontre des collègues, des amis, c'est même parfois là qu'on rencontre son conjoint ou sa conjointe. Donc, le travail, c'est un levier d'émancipation. Et instaurer le principe d'un revenu universel, c'est au fond priver le travail de ce qu'il apporte au-delà de la paye qui, naturellement, est essentielle. Et je n'adhère pas à cette idée, on ne retient pas cette piste. Alors, on passe à la... Merci beaucoup, Yannick Nadesan, d'avoir répondu à notre invitation.